3 petits mois et puis s'en va, le gouvernement de Michel Barnier a été censuré ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national et le nouveau Front populaire ont joint leurs voix pour faire tomber le Premier ministre. La motion a été adoptée par 331 voix pour. On attend désormais le successeur de Michel Barnier qui sera désigné rapidement selon les mots du président Emmanuel Macron. Les noms de François Bayrou, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand ou François Barouin ont circulé ces derniers jours. En tout cas, cette censure inédite depuis plus de 60 ans plonge le pays dans une incertitude à la fois politique et économique. So what's next for France's government? Well, Michel Barnier is likely to stay on in the form of a caretaker government handling day-to-day affairs. But it's now up to President Emmanuel Macron to once again nominate a prime minister, a complex task given that he or she will have to survive a no-confidence vote in a highly fragmented National Assembly. New legislative elections are not possible before next July. There have also been calls for Macron to resign, although this seems highly unlikely. The president was heavily criticized this summer for taking on the sole role of choosing the prime minister without really consulting other political parties. Political analysts told us that it's time for Macron to let go and allow the MPs to make their choice. Le chancelier allemand Olaf Scholz a répondu aux questions des députés au Bundestag ce mercredi avant le vote de confiance qui se déroulera le 16 décembre prochain. Il a abordé plusieurs sujets dont la guerre en Ukraine. Scholz has drawn the line at sending German soldiers into Ukraine after the foreign ministers suggested that peacekeeping troops could be stationed in a demilitarized zone if a ceasefire between Russia and Ukraine was agreed. The Chancellor was grilled about the shrinking economy, which has continued to deteriorate over the past 3 years, while Scholz has been in power due to repercussions stemming from COVID and Russia's full-scale invasion of Ukraine, which have arguably been outside the government's control. While Scholz said that he would continue to work on policies over the next couple of months ahead of the vote scheduled for February, it's clear that he's already in full election campaign mode. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN sont réunis à Bruxelles avec plusieurs dossiers brûlants sur la table, l'Ukraine, le Moyen-Orient, mais aussi la situation politique en Corée du Sud. Le chef de l'OTAN a de son côté fait part de son inquiétude concernant Moscou et Pyongyang. Il affirme que la Russie soutient le programme nucléaire de la Corée du Nord en échange de soldats et d'armes pour sa guerre en Ukraine. There's every reason to make that statement that nuclear technology and missile technology is flowing into North Korea and therefore is a risk now that North Korea will use it not only to be a threat to us here but also to the US mainland and of course to the region, including the Republic of Korea, South Korea and Japan. À quelques semaines du retour de Donald Trump, l'OTAN est également soumise à une pression de l'Ukraine pour accepter son intégration dans l'Alliance, un geste nécessaire selon Volodymyr Zelensky à la survie de son pays. Mark Rutte s'est contenté de rester évasif sur le sujet qui ne fait pas l'unanimité parmi les pays membres. L'Allemagne, la Hongrie ou les États-Unis n'y sont pas favorables. De son côté, Moscou a rappelé mardi qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait inacceptable. Alors que Moscou a trouvé le moyen de produire davantage de drones pour attaquer l'Ukraine, Kiev a trouvé le moyen de les clouer au sol ou même de les renvoyer vers la Russie ou le Bélarus. Lors d'une des récentes attaques, près de la moitié des 110 drones Shahed lancés sur l'Ukraine ont tout bonnement été perdus. Comment? Voici l'explication. Basically what Ukraine is doing is spoofing, meaning they are feeding in false GPS targets to these Shahed or in the Russian term Goran 2 drones to make them veer off course. And so the drones have a system that's supposed to prevent jamming, but what these are doing is kind of sneaking in and not letting the drone know that the coordinates are being changed. It's kind of tricking it to going into the wrong direction. Selon John Hardy, tout cela est rendu possible grâce à l'amélioration des tactiques d'interférence de cette véritable guerre électronique. So Ukraine's ex-top general Valery Zaluzhny first publicly mentioned the Pokrova system back in February. So I think the system has probably improved since then. And as you noted, the percentage of these Russian Shahed drones that Ukraine claims to be spoofing has increased over time.
Et cela se vérifie sur le terrain. Le projet de recherche en source ouverte Gaïoun, qui surveille les mouvements de l'armée russe au Bélarus, a signalé que 38 drones Shahed ont pénétré dans l'espace aérien du Bélarus les 24 et 25 novembre dernier, ce qui constitue alors qu'il est un record. Le Bélarus aurait plusieurs fois fait décoller des chasseurs pour répondre à la violation de son espace aérien, ce qui suggère que Minsk n'était pas préparé à recevoir ces drones russes égarés, que la Russie n'avait probablement pas anticipé les effets de ce brouillage côté ukrainien et n'avait donc pas pu prévenir son allié bélarus de leur possible arrivée. Après plusieurs jours de manifestations et malgré les violences, ces Géorgiens restent mobilisés. Ce mercredi, ils étaient nombreux dans les rues de la capitale Tbilissi pour protester contre le pouvoir en place et la décision du gouvernement de repousser à 2028 les ambitions de la Géorgie d'adhérer à l'Union européenne. Un choix qui a mis le feu aux poudres alors que le climat politique est déjà tendu depuis plusieurs mois. Un des leaders de l'opposition a été battu et arrêté par la police. Au total, selon les autorités, près de 300 personnes ont été placées en détention depuis le début des manifestations la semaine dernière. C'est un comble pour un ancien commissaire européen à la justice. Visé par une enquête de la justice belge pour blanchiment d'argent, Didier Reynders est soupçonné d'avoir acheté des billets de loterie via la loterie nationale dont il était responsable lors de son mandat de ministre belge avant de transférer les bénéfices blanchis sur son compte privé. Ces fraudes présumées pourraient-elles affaiblir la crédibilité des institutions européennes ? Is the commissioner responsible for justice and the rule of law? So if he is implicated in money laundering or illegal activity, that would be a particular blow. On the other hand, he is now out. There is a new commission that started its work just this Monday. So it's also a bit, in a way, the problem is already solved as far as the EU institutions are concerned. L'ex-commissaire européen de 2019 à 2024 avait mené la croisade contre le recul démocratique en Hongrie et en Pologne, au cours de laquelle des fonds européens avaient été temporairement suspendus. W poprzedniej kadencji pracowałam w Komisji LIBE. Wielokrotnie na niej stawał komisarz Reynders, który powielał fake newsy na temat rzekomo łamanej praworządności w Polsce, domagał się blokowania środków dla Polski. Dzisiaj ja jako Polka i ludzie w Polsce odbierają sytuację Reyndersa jako swoisty chichot historii. Les faits s'étalent sur une période de plusieurs années et remontent à l'époque où il était ministre belge des Finances. L'enquête est ouverte depuis 2023. 3 jours après la fin de son mandat de commissaire européen, la police belge perquisitionnait ses résidences, puis l'auditionnait sans privation de liberté, ont révélé le soir et Follow the Money. L'origine des fonds et les montants restent flous. Starting this Christmas Eve, the Eternal City will welcome an estimated 35 million pilgrims for the 2025 Jubilee, and Rome is gearing up for the occasion with much of the city transforming into an open-air construction site for the past few months. Monuments are being restored, roads repaired, and pedestrian areas redesigned to prepare for the stream of visitors. Si l'opposition déplore des retards dans les travaux, le maire de Rome assure que tout sera prêt à temps. Stiamo andando avanti secondo il cronoprogramma, siamo molto fiduciosi e anzi questo sarà un giubileo dove molte opere saranno finite prima. Il s'agit du 2e jubilé proclamé par le pape François après celui de 2015. Un jubilé placé sous le signe de l'espoir et de la confiance. Le souverain pontife a appelé le clergé et les ordres à montrer l'exemple et à contribuer à lutter contre la crise du logement en ouvrant les portes des propriétés vacantes aux sans-abri. Perché la speranza diventino anche dei segni, da quelli più concreti, anche se più difficili, della pace, a quelli nei confronti degli emarginati, dei poveri, dei giovani, degli anziani, degli ammalati, di tutti coloro che hanno bisogno di speranza.
Le jubilé débutera officiellement lors de l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Au cours des jours suivants, les portes des principales basiliques de Rome s'ouvriront également, et ce jusqu'à la fin des célébrations. Le festival du film de Marrakech se poursuit au Maroc. Une 21e édition qui met à l'honneur des jeunes talents, mais aussi des cinéastes du pays, comme Daoud Aoulad Siyad, à qui l'on doit Adieu Forain, ou encore En attendant Pasolini. Cette fois, le réalisateur revient avec Le Lac Bleu, tourné en plein désert marocain. Moi, j'ai rencontré des non-voyants suisses qui sont venus dans la région pour faire un trekking vers un lac qui s'appelle le lac d'Iriki, dans le désert marocain, dans Chgaga. Et moi, j'ai posé la question, comment des non-voyants vont venir ici pour faire un trekking? Et parmi ces gens-là, il y avait un photographe en plus. Donc j'ai trouvé que l'idée, elle est géniale. Et à partir de ce moment-là, on a écrit le scénario, voilà. Ce soir, la 21e édition a souhaité rendre hommage à une actrice de renom, Naïma El Mesherki, décédée le 5 octobre dernier. Sa fille, Yasmina Hayat, est venue accepter ce prix. Le deuil va prendre son temps, la vie est ainsi faite, mais en même temps, on sent une communion de la communauté cinématographique pour honorer sa mémoire, pour surtout honorer son engagement pour le théâtre marocain, pour le cinéma marocain et pour les arts. Naïma El Mesherki, décédée à l'âge de 81 ans, était une figure emblématique du cinéma marocain qui avait fait ses armes au théâtre avant de devenir également une incontournable du petit écran et de se tourner aussi vers un engagement en faveur de l'éducation. واحدة لا أكثر.